Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous ai fait une petite pause de ma face la semaine passée parce que j'avais pas assez cumulé de lecture pour que ça vaille la peine de venir vous en parler dans un bilan. J'essaie toujours d'en avoir 3-4 avant de vous faire un bilan. Et là, c'est chose faite. Aujourd'hui, j'ai 4 livres à vous présenter. Et de ces 4 livres-là, j'ai un gros coup de cœur, un autre livre que j'ai bien aimé et 2 livres que malheureusement, je n'ai pas aimé. Donc, je vais commencer par mon gros coup de cœur. Comme ça, ceux qui viennent me voir pour avoir des idées lecture ou des recommandations, je me dis que des fois, vous en avez peut-être rien à foutre de savoir les livres que je n'ai pas aimés. Fait que, comme ça, vous allez pouvoir me quitter après les 2 premiers livres. Ça a l'air bizarre de dire ça, là. Je suis très contente là, si vous restez jusqu'à la fin, mais bon, hein. Je me dis que peut-être, c'est peut-être pas tout le monde que ça intéresse. Donc, trêve de blabla, commençons avec mon beau coup de cœur et je suis contente parce que en 2020, j'ai lu pas mal de romans historiques et à part le tome 2 des Filles de Caleb d'Arlette Couture que j'ai adoré, les autres, c'était pas mal toujours soit des grosses déceptions ou soit qu'il me manquait tout le temps le petit quelque chose là, pour que ça devienne un coup de cœur. Jusqu'à me refroidir un petit peu du genre, ça m'avait comme un peu coupé l'envie de lire des romans historiques et pourtant, moi, c'est un genre que j'aime bien. Mais là, l'envie me reprit grâce à ce livre que je vous présente enfin. Moi, tu arrêté d'en parler et je vous le montre, Les Sœurs de Blois, le premier tome, Charlotte, écrit par Louise Tremblay-Dessiambre. Si je ne me trompe pas, c'est une tétralogie, donc il y a 4 tomes dans cette saga familiale. Ça se passe au début des années 1900 à Québec et donc on est avec évidemment la famille de Blois, famille au cœur de laquelle la maladie mentale prend beaucoup de place en raison, c'est la maman en fait, Blanche, qui est hypocondriaque. Mais tu sais, souvent on dit ça dans la vie un peu en blague, moi je suis hypocondriaque, j'ai peur des maladies. Mais là, dans son cas, c'est très solide et même jusqu'à développer le syndrome de Munchausen. Donc, c'est un syndrome où c'est une maladie psychiatrique. Donc, le patient se croit malade et va jusqu'à s'inventer des symptômes pour être malade. C'est souvent des patients qui changent de docteur puis qui vont dans plusieurs hôpitaux. Et chose terrible qui se produit parfois, ici, et c'est le cas dans ce cas-ci, la maman souffre du syndrome de Munchausen par procuration également, donc avec sa toute petite fille Émilie. Donc, son premier bébé, Charlotte, est un... Dès sa naissance, Charlotte est un gros bébé joufflu, donc, tu sais, elle est faite forte. Alors que le deuxième bébé, Émilie, est toute feluette, donc un tout petit bébé, c'est ça, toute feluette, et donc Blanche qui est constituée également de manière, tu sais, c'est une femme plutôt maigre. Elle va, comment dire, elle se voit en Émilie et donc va c'est ça, va vivre ses maladies à travers Émilie. Et donc, vous vous douterez que c'est quand même assez terrible, hein, quand tu lis ça puis tu te dis, mon Dieu, comment une maman peut rendre son enfant malade. Et d'ailleurs, moi, c'est un syndrome que j'ai vu au tout début du livre, j'étais comme un peu déçue parce que c'est quelque chose que j'ai vu, moi, dans d'autres romans, le syndrome de Munchausen par procuration. Et c'est drôle, moi, à chaque fois que je l'ai lu dans des livres, c'était toujours des thrillers. Donc, c'était un peu le dénouement de l'intrigue, en fait. On finissait le livre en comprenant que la raison pour laquelle l'enfant était mort, c'est parce que la maman souffrait de ce syndrome. Et j'étais comme un peu tannée. Ouais, j'avais pas tant le goût de lire un autre livre sur ce syndrome, mais c'est vraiment pas traité de la même manière. Vous vous en doutez, là, on n'est vraiment pas dans un thriller, vraiment pas dans un polar. Et c'est le meilleur livre, moi, je trouve, que j'ai lu pour traiter de l'hypocondrie et du syndrome de Munchausen. C'est fait de manière tellement subtile parce que, comme je vous dis, c'est terrible. Là, on a tendance à se dire, mon Dieu, c'est dégueulasse, comment une mère peut faire ça? Mais étrangement, dans ce livre-là, oui, des fois, on a le goût de donner quelques claques à Blanche, la maman, puis on y en veut. Mais d'un autre côté, on dirait
il y a un autre côté de nous qui la comprend puis qui s'attache à elle. Et je pense que c'est ça, hein, la maladie mentale, c'est que c'est une maman qui est très aimante, qui est là pour ses enfants, elle les aime. Tout ce qu'elle fait, c'est pour les rendre heureux. Tu sais, elle s'en aperçoit pas du tout. D'ailleurs, en fait, ça se développe, la manière dont ça se développe, c'est qu'elle a tellement toujours peur d'être malade que dès qu'il y a un petit quelque chose, là, dès qu'elle sent « Oh, je vais avoir mal à la tête, une pilule. Oh, je pense que je vais avoir mal à l'estomac, un sirop. » Tu sais, elle est tout le temps en train de prendre des pilules puis des sirops pour prévenir. D'habitude, c'est bien de prévenir dans la vie, mais dans ce cas-ci, c'est complètement maladif. Et donc, elle fait la même chose avec sa petite Émilie, c'est-à-dire que elle a toujours peur qu'elle soit malade, donc elle est toujours en train de lui donner des petites gouttes de ci puis de ça. Mais Émilie est un tout petit bébé, donc évidemment, elle va scraper son estomac, ses intestins puis toute la patente, ce qui fait que Émilie va réellement devenir une enfant malade. Donc c'est ça l'histoire. Et on est au cœur d'une famille, donc avec un papa qui est... tu sais, lui, il travaille, des grosses journées de travail, donc il ne sait pas vraiment ce qui se passe à la maison. Il n'est pas nécessairement conscient de ce que fait Blanche avec ses enfants. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais en même temps, il sait que sa femme les aime donc bien, ses filles. Donc, tu sais, il est comme... Il sait pas trop quoi faire avec tout ça. Donc ça, je trouvais ça très... Moi, j'ai embarqué là-dedans. C'est comme... Cette famille-là existait pour vrai. Tu sais, quand tu rentres complètement dans l'histoire avec les personnages... J'étais au cœur de cette famille-là, puis je tournais les pages, puis j'étais passionnée par cette lecture. Donc, des personnages, wow, une histoire qui nous tient. En tout cas, moi, j'ai été captivée du début à la fin. J'avoue, ben, la fin, mettons, les 75 dernières pages, quand Charlotte, la première de la famille... tu sais, elle quitte l'adolescence pour devenir une jeune femme. Et là, on sent qu'on est un peu dans une transition. Tu sais, puis c'est normal aussi parce que, comme je vous disais, il y a 4 livres dans cette série-là. Donc, on le sent qu'on s'en va vers le tome 2. Et là, on est un peu avec Charlotte, avec ses histoires d'amour, parce que, voilà, elle devient une jeune femme. Là, j'avoue que j'étais peut-être un peu moins captivée. En fait, j'étais surtout triste de laisser les parents Blanche et le papa, parce que c'est des personnages que j'aimais tellement. Puis quand je dis aimer, ben des fois, évidemment, je détestais la maman, mais ça, pour moi, c'est aimer un personnage quand que je suis autant chamboulée dans mon feeling pour un personnage. Et donc, c'est ça, j'étais comme triste de les délaisser pour aller avec Charlotte, la jeune femme, même si Charlotte, j'ai aimé aussi son personnage, puis j'ai hâte de lire le tome 2. Le tome 2 s'appelle Émilie. Honnêtement, moi, je sentais pas qu'on était davantage avec Charlotte qu'avec Émilie dans ce livre-ci. Je l'aurais même peut-être plutôt appelée Blanche. Moi, je trouvais qu'on était davantage avec la maman. Mais bon, ça, c'est pas le titre, hein, on s'entend, c'est pas vraiment important. Mais tout ça pour dire que le tome 2 s'intitule Émilie. Mais de ce que je comprends avec la fin de ce livre-là, d'après moi, on va commencer aussi on va poursuivre en fait avec le personnage de Charlotte qui devient une jeune adulte. Et donc, ben quoi dire de plus? J'ai adoré ce livre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc si vous aimez les sagas familiales historiques, oh my god, ça en est un vraiment, mais vraiment bon. Je vous le dis. Alors, prochain livre que j'ai beaucoup aimé, pour complètement d'autres raisons, c'est la petite BD jeunesse Courage de Raina Telgemeier. Moi, dernièrement, je vous avais parlé de son livre Fantôme que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai eu envie de connaître les autres BD de cette autrice. Et encore une fois, le coup de cœur s'est produit. C'est du bonbon, ces petits livres à cette autrice. C'est du bonbon. Bon, je me répète tout le temps dans mes vidéos. Alors ici, c'est autobiographique, donc c'est Raina, l'autrice, qui nous raconte un moment de sa vie. À quel âge donc? Il me semble qu'elle a genre 9 ans.
Et Rhéna va commencer à avoir une relation très malsaine avec la nourriture. Et moi, quand j'avais lu la 4e de couverture, je m'attendais à ce que ce soit, en fait, qu'elle veuille, comment dire, plus dans la... on va-tu le dire? Dans la quête de beauté, c'est-à-dire ne pas engraisser, puis être mince, puis donc choisir juste des aliments pour ne pas engraisser et tout. Mais non, c'est pas ça, pas en tout. En fait, on commence le livre et elle va se réveiller en plein milieu de la nuit avec un mal de cœur. Donc là, elle va vomir. Et donc, je pense que c'est tout simplement une grippe intestinale. Mais suite à ça, elle va développer une peur de vomir. C'est vraiment une phobie qui existe dans la vie. Et donc, ça devient complètement maladif parce que là, elle va tout surveiller ce qu'elle mange pour être sûre de ne pas manger quelque chose qui va lui donner mal au cœur. Et elle va même aussi avoir peur de toucher à ses amis. Tu sais, à un moment donné, elle est en train de manger son dîner, puis sa copine veut manger une chip dans son sac de chips, mais là, elle se dit, ouais, mais d'un coup, mon amie, elle a des microbes, fait qu'elle lui donne carrément son sac de chips au lieu de lui en partager. Donc voilà, elle va vraiment développer une phobie de vomir. Et puis c'est aussi une jeune fille à la base qui est anxieuse, qui est angoissée. Et donc elle va aussi nous raconter qu'elle a, j'allais dire fréquenté, pas fréquenté, elle a été accompagnée par une psychologue justement pour l'aider dans tout ça. Donc un sujet tellement important en fait pour les jeunes, même si, tu sais, dans ce cas-ci, c'est la phobie de vomir, mais honnêtement, je pense qu'un jeune peut associer ça à n'importe quelle phobie parce qu'on parle de manière générale des peurs. Et donc, c'est tellement beau, puis c'est pas du tout moralisateur. Puis moi, je me mettais à la place d'un jeune qui lit ça, puis il me semble que ça met un petit baume pour dire « Ah, je suis pas toute seule. » Tu sais, peut-être que moi, j'ai peur, je sais pas, moi, peur de parler en classe devant les autres. J'ai peur de... En fait, là, je vous nommerai pas toutes les peurs possibles, mais je pense qu'on a tous, hein, même les adultes, là, je parle des jeunes parce que cette BD-là a été écrite pour les jeunes, mais on a tous des peurs, puis je trouve que ça fait du bien en fait, ça fait du bien d'en parler, puis c'est un peu ça que recommande l'autrice, puis je pense que c'est pour ça qu'elle l'a appelé Courage. À la fin, elle a le courage d'en parler à ses amis, même si elle a un peu peur d'avoir l'air, nouille un peu, là, tu sais, voyons, qu'est-ce que t'as à avoir peur de vomir, donc voilà, puis elle nous laisse sur une petite note personnelle à la fin aussi, parce que bon, c'est une BD, là, mais à la toute fin, il y a un court message de l'autrice, justement, qui encourage les jeunes à en parler, puis juste d'en parler, des fois, ça fait du bien. Puis c'est un geste courageux qui peut nous aider. Donc, voilà, une super de belle petite BD. Je vous le dis tout de suite, je vais lire d'autres livres de cette autrice, puis je pense à m'en procurer, parce que là, je les emprunte à la bibliothèque. Mais ça me donne le goût de m'en procurer et de les garder dans ma bibliothèque pour les offrir à mes enfants un peu plus tard, quoique des fois les recommandations de moment, hein, c'est pas toujours intéressant. Je prends mon fils en exemple, si je dis qu'un livre est bien bon, je vous le dis tout de suite, il ne lira pas. Alors que s'il voit un ami dans sa classe qui lit un livre qui a l'air le fun, là par exemple, il me demande d'aller lui acheter à la librairie. Puis c'est bien correct, c'est tellement normal, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que je me fais rire des fois dans mes illusions d'acheter des livres en espérant que mes enfants les lisent. Bon, c'est peut-être un rêve qui ne se réalisera pas. Ben, rêve. Bon, pas un rêve quand même, là. Bon, ok, on change de sujet. Donc, prochain livre que je n'ai pas aimé, mais malheureusement pas du tout, même, j'irais jusqu'à dire, c'est 5 jours de Douglas Kennedy. Alors, écoutez, peu avant le 14 février, la Saint-Valentin, je me suis mise à chercher dans justement ma pile à lire, puis là, je me suis dit, je voulais trouver un livre avec une romance, mais moi, des romances, j'en ai pas, en fait. Pourtant, c'est pas un genre que je n'aime pas, c'est juste que j'en ai tellement lu entre genre 16 et 25 ans, mettons, là, qu'à un moment donné, j'avais un peu l'impression de toujours relire la même chose, donc j'ai toujours en ce moment délaissé un petit peu le genre, mais une fois de temps en temps, je lis des romances et ça me plaît bien.
Mais là, j'ai pas choisi le bon livre. De toute façon, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une romance, donc ce n'était pas un bon choix. Ben, c'était pas une romance. Ben, peut-être un peu. Bon, je vais vous dire l'histoire, puis je vous laisse en juger. Alors, c'est Laura. Laura est, mon Dieu, elle a quel âge? Donc, quarantaine, mi-quarantaine, si je me trompe pas. Et, ben, elle est pas malheureuse, mais pas non plus heureuse dans la vie. Tu sais, elle est toujours mariée, mais on sent qu'il n'y a plus tant d'amour entre elle et son mari. Elle a 2 enfants, 2 grands-enfants, et elle est technicienne en radiologie. Et donc là, pendant un week-end, elle s'en va à une conférence qui est justement pour les radiologistes. Et elle va faire la rencontre de Richard. Ouais, Richard, qui lui est début cinquantaine, si je me trompe pas. Puis lui aussi, c'est un peu la même chose. Il est un peu dans un mariage qui ne fonctionne plus vraiment. Mais bon, il reste avec elle parce que c'est moins compliqué finalement de rester ensemble que de se quitter puis de repartir à zéro, tu sais. Et donc, Laura et Richard vont se rencontrer pendant ce week-end de conférence et il va avoir, ben en fait, je vous disais que c'était pas une romance, mais il va avoir une histoire de romance entre les 2 personnages. Et là, bon, ben il va avoir des choix à faire, en fait. Est-ce qu'on quitte notre femme, notre mari pour démarrer une nouvelle vie ensemble ou non? Évidemment, c'est quelque chose quand même d'épeurant. Donc, c'est ça l'histoire. Je ne vous dirai pas la décision qu'ils vont prendre. Si jamais je vous donne le goût de le lire. En fait, non, je ne vous donnerai pas le goût de le lire. Bon, pourquoi j'ai pas aimé ça? Les personnages étaient tellement fades et inintéressants. Puis c'est vraiment... C'est un livre de dialogue, là. Tu sais, quand les 2 personnages de Laura et Richard vont se rencontrer, on est pendant vraiment beaucoup de pages sur un dialogue entre les 2. Donc, les 2 apprennent à se connaître. Mais c'est des dialogues, mais d'une... Voyons, je cherche le mot. Je sais pas. Je voulais dire désintéressement, mais ça n'existe absolument pas, ce mot. D'une... Hey, c'est quoi le mot qu'on dit? En tout cas, des dialogues qui ne m'intéressaient pas, là, mais pas pantoute. Juste un exemple, à un moment donné, les 2 se découvrent une passion commune pour le Becherel, puis le lexique, puis les mots, la beauté des mots et tout. Mais là, je lisais ça, puis tu sais, là, ils parlent de leur Becherel, puis à quel point, quand ils étaient jeunes, ils tripaient sur le Becherel, puis j'étais, oh, mais c'est tellement plate! Tu sais, comprenez-moi bien, là, dans la vraie vie, 2 personnes qui se rencontrent, qui trippent sur le Becherel, je trouve ça super. C'est comme, wow, cool, trop cute comme passion commune, merveilleux. Mais en tant que lectrice qui lit un livre et qui lit un dialogue entre 2 personnages qui parlent du Becherel, Ostouk, c'est plate, en tabernan. Je me sentais comme un party de Noël, tu sais, quand t'accompagnes quelqu'un puis qu'à ta table, tout le monde jase d'anecdotes de travail, mais toi, tu travailles pas là, tu sais. Puis ça parle de trucs, puis de leur enfant, puis de ci, puis de ça, mais t'es connais pas vraiment, t'accompagnes ton chum, tu sais. Hein? Comprenez-vous ce que je veux dire? Comment c'est plate, puis toute la soirée, t'écoutes ça, tu fais « Ah, c'est toi que j'ai hâte de retourner à la maison. » Ben, c'était ça. Je lisais ça, puis je me disais « Ah, c'est toi que j'ai hâte de finir ce livre-là. » Fait que voilà, c'est pour ça que j'ai pas aimé ce livre-là, c'était plate, bon, c'était plate. Et en plus, les personnages sont tout le temps en train de s'excuser. Ah, c'est énervant ça, hein? Ah, je m'excuse, je t'ai touché la main. Ah, je m'excuse, je ne voulais pas t'offusquer. Ah, je m'excuse, arrête de t'excuser, maudite merde. Fait que, j'ai-tu aimé quelque chose? Quand je vous dis que c'était pas une romance, ça, j'avoue que si j'étais quelqu'un qui lit ce livre-là comme un roman contemporain, parce que c'est un roman contemporain, l'objectif de ce livre-là, en fait, c'était pas la romance, c'était, je pense, 2 personnages, une remise en question, tu sais, une espèce d'introspection de la vie. Et ça, d'habitude, c'est un sujet que j'aille pas, hein. Ça peut franchement me plaire, ce sujet-là.
Mais là, je vous dis, les personnages étaient tellement plates que même si le sujet à la base m'intéressait, je trouve que ça a été traité d'une manière plate. Ça fait quoi, 25 fois je le dis? Je pense que vous avez compris. Donc, ouais, ça a été un échec pour moi, ce livre-là. Malheureusement, désolée. J'aime jamais ça dire ça, mais que voulez-vous? Hein? Prochain livre que je n'ai pas aimé aussi, mais dans ce cas-ci, tu sais, ouais, je vais commencer par vous le présenter. C'est Métropolis de Philippe Kerr. Et c'est quand même important ouais, je réfléchis en vous parlant. C'est que ce livre-ci, c'était vraiment, je pense, une critique négative. C'est que j'ai trouvé le roman pas bon. Mais dans ce cas-ci, je pense que ce roman-là est très bon et que Philippe Kerr a une très belle écriture également. Mais c'est moi, dans ce cas-ci, qui n'ai pas trouvé ça bon parce que c'était pas mon genre. Donc, tu sais, avis négatif versus critique négative, ouais, c'est ça les bons termes. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Tu sais, ce livre-là, voyons, excusez, mon téléphone, il arrête tout ça. Ouais. Ben non, c'est ça. M'ont arrêté ça là, vous avez compris. Alors, Métropolis de Philippe Kerr, je vous ai parlé dernièrement de l'offrande grecque et je me suis entêtée à lire un autre livre de Philippe Kerr en me disant, il est tellement populaire cet auteur-là, j'étais juste sûrement pas bien tombée avec l'offrande grecque. Mais non, c'est vraiment juste que c'est pas mon genre. On est dans une enquête policière à 100%. Et moi, je m'en rends compte, j'aime les suspens. J'aime ça, les enquêtes policières, mais ça me prend un aspect aussi contemporain. C'est pas obligé d'être que ça se passe aujourd'hui, ça peut être historique, mais il faut que les personnages soient forts, faut qu'il y ait quelque chose autour de l'enquête policière pour que moi, ça me plaise. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'en lis d'abord? Ben, en effet. Le pourquoi, c'est que des fois, ça marche. Des fois, ça fonctionne. La preuve, l'année passée, il y a La Chorale du diable de Martin Michaud que j'ai adoré et c'était un roman policier pourtant. Donc, c'est pour ça, hein, la fille, on dirait qu'elle justifie, mais c'est pour ça que j'en lis quand même une fois de temps en temps. Ici, en fait, l'histoire, on est entre deux guerres. Donc, on vient de terminer la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale approche. Donc, on est en fait en 1928 à Berlin et Bernie Gunther va enquêter sur le meurtre de plusieurs prostituées. Et en fait, l'État va demander à ce que l'enquête arrête parce que des prostituées, hein, c'est la vie de prostituées, ce n'est pas important. Donc, l'État va demander à ce que les policiers se concentrent sur des enquêtes qui valent la peine. Et là, hein, c'est pas Cindy qui parle, là, je vous dis l'histoire du livre. Et là, il va donc aussi enquêter sur le meurtre de vétérans de guerre handicapés. Et là, tout ça, finalement, il va y avoir des liens dans tout ça. Et donc, voilà, on est dans cette enquête-là. Et moi, c'est ça me captivait pas, un peu comme l'offrande grecque. J'avais même pas envie de connaître la fin. Je l'ai lu vraiment jusqu'à la fin, là, mais je m'en foutais de c'était qui le meurtrier puis comment ça allait finir. Donc, tu sais, quand tu t'en fous de la fin et que tu lis un roman policier, là, c'est pas normal. Et pourtant, je trouve tellement que l'atmosphère était vraiment réussie, là. On le sent, tu sais, quand c'est gris. Tu sais, qu'on est dans une atmosphère d'après-guerre et d'avant-guerre avec des anciens soldats qui sont blessés, qui sont traumatisés de la Première Guerre et qui veulent pas se réembarquer dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'était tellement bien réussi. Puis d'ailleurs, les romans de Philippe Kerr, ça, je vous l'avais pas dit pour l'offrande grecque, mais il y a toujours, non, je sais pas s'il y en a toujours, mais dans ce cas-ci, tout comme l'offrande grecque, il y a plusieurs faits réels là-dedans. Et d'ailleurs, à la fin du livre, Philippe Kerr nous les dit, ces fameux faits réels-là dont il s'est inspiré. Donc ça, c'est vraiment très bien amené, très bien traité. Mais c'est quand je vous disais que c'était gris. Une autre chose aussi que je m'aperçois, moi, le gris, ça ne fonctionne pas pour moi en littérature. Roman noir, ça, j'adore. Tu sais, des romans noirs, là, quand je me sens pas bien ou que ça me rend triste, que ça me fait quelque chose, tu sais, puis j'aime ça. Mais des romans gris, tu sais, c'est ni lumineux, ni noir, c'est comme
fade, on dirait. En tout cas, moi, je le lisais de même. C'était comme fade pour moi. Mais je pense pas que ça va être fade pour tout le monde, par contre. Fait que voilà. C'est... Encore une fois, ben là, je vais laisser mon petit Philippe Kerr pour cette année, là, de remarquer que j'ai eu des belles recommandations de MH, la lectrice. Elle m'a proposé une enquête, c'est ça, une enquête philosophique, si je me trompe pas. En tout cas, il y a philosophique dans le titre. Puis il y a aussi Justine Bayard qui m'a proposé une autre trilogie avec l'enquêteur Bernie Gunther. J'ai tout noté ça. Ça se peut que j'y revienne peut-être en 2022. Hey, je vous avais dit j'arrête en 2020, mais en 2021, je vais laisser Philippe Kerr de côté. Je pense que c'est assez pour cette année. Donc, ben voilà, ça complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. C'est toujours le fun de savoir qu'il y a des gens qui me regardent. C'est cool. Puis vos commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous reviens avec un autre bilan lecture. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être plus dans 2 semaines. Mais d'ici là, je vous souhaite à vous aussi de très bonnes lectures. Bye!